Certaines apps utilitaires ont littéralement réinventé ma manière de travailler et de collaborer. Un bon designer a aussi le droit de profiter d'outils bien designés. Je vous partage donc ma sélection tout de suite dans Parlons Design. La saison 4 de Parlons Design est sponsorisée par The Kakatoes Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pinchna, bienvenue dans Parlons Design. Donc aujourd'hui, je vais vous partager une petite sélection de 5 outils gratuits, en tout cas qui de base à l'utilisation sont gratuits et que moi j'utilise de manière quotidienne gratuitement et qui clairement peuvent simplifier votre quotidien de designer. Moi c'est vraiment des trucs qui m'aident beaucoup, qui me font gagner du temps, qui me permettent de mettre en place des bonnes pratiques également. Le but de cet épisode, c'est pas juste une liste de plugins, mais des vrais utilitaires légers pour vos ordinateurs qui peuvent être utilisés dans le contexte du design et des fois un petit peu plus loin, qui ont radicalement changer ma manière de créer de manière plutôt positivement. Les plugins, on en parlera peut-être dans un futur épisode, mais c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, alors que là, des petits utilitaires comme ça, c'est vraiment des trucs qui changent la vie. Donc il y en a 5, je pense qu'il y en a quelques-uns en tout cas que vous devez pas connaître, il y a quelques trucs assez rares, donc bonne découverte dans cet épisode. Alors, on est parti, on commence direct avec le premier outil que je vous recommande, c'est une application qui s'appelle Cheat Sheet. Donc pour dire un peu feuille de triche, code de triche, c'est une application qui va pouvoir être lancée en fond, qui est complètement invisible, voilà, qui est affichée nulle part sur votre écran, mais qui crée un raccourci magique sur Mac. C'est un appui long sur la touche commande qui va permettre d'afficher en overlay sur votre écran tous les raccourcis clavier disponibles dans l'app que vous êtes actuellement en train d'utiliser. Vous êtes sur Adobe XD, vous appuyez sur commande, vous voyez tous les raccourcis. Vous êtes sur Figma, vous appuyez sur commande, vous voyez tous les raccourcis. Et ça marche pour absolument toutes les applications. Pas que les applications de design, pas que les applications compatibles, mais vraiment l'ensemble des applications. Alors, en plus, ce panneau, il est hyper lisible, il est bien rangé par catégorie, et ça permet, plutôt que d'aller chercher dans les menus, essayer d'aller trouver un raccourci, peut-être en quelque part savoir s'il y a ce raccourci-là, de pouvoir directement l'afficher sur votre écran en appuyant environ 1 seconde sur la touche commande. Ça peut être paramétrable. L'avantage de cet outil, c'est qu'il est hyper simple. Clairement, à l'utilisation, on peut pas faire plus simple. Il est léger, ça fait pas du tout ramer votre ordinateur, ça consomme quasiment rien. Surtout quand il n'est pas actif, et c'est extrêmement pratique. En plus de ça, ils ont pensé à des petites options bonus qui peuvent toujours être utiles. On peut exporter justement la cheat sheet des raccourcis clavier d'un logiciel en PDF ou voire l'imprimer hyper facilement, donc ça peut être très cool de se faire un petit récap comme ça, soit papier, soit garder avec soi pour s'entraîner. Les raccourcis en tant que designer, je crois qu'on en a déjà parlé dans ce podcast, mais c'est super important, ça permet de gagner énormément de temps, et forcément au début c'est dur, on peut pas apprendre tous les raccourcis d'un coup, mais comme ça, quand on est en train de travailler, qu'on voit que c'est une même fonction qu'on vient d'utiliser plein de fois en allant cliquer sur un bouton hyper loin, on peut dire ok, c'est quoi le raccourci ? Et là on l'apprend une journée, et du coup on a appris un nouveau raccourci, et c'est comme ça qu'on progresse, qu'on va gagner en productivité dans les différentes applications de design. Donc je vous recommande vraiment cette application Cheat Sheet, qui va vous permettre de mieux apprendre les raccourcis dont vous avez besoin au fur et à mesure de votre parcours. Voilà, ça c'était le premier outil, c'est vraiment du léger, de l'utilitaire hyper pratique. On va continuer avec un deuxième utilitaire, la plus centrée design, ça s'appelle Pika. Pika, c'est une application, encore une fois, invisible, qui est open source et qui est accessible via un raccourci personnalisable. Alors moi par exemple, sur mon Mac, j'ai mis option C, il me semble, qui me permet d'ouvrir Pika. Pareil, c'est une app complètement invisible, qui tourne en fond, qui consomme que dalle, et vous pouvez l'activer très facilement, et ça va vous permettre de tester les contrastes à tout moment avec un joli outil. Vraiment, Pika, c'est une belle application, des fois pour tester les contrastes de couleurs, il y a des applications qui sont pas très jojo. Là on a quand même un truc assez sympa visuellement, assez simple à utiliser, qui permet tout simplement de prendre un color picker et d'aller chercher n'importe où sur votre écran une couleur de premier plan et une couleur d'arrière-plan, et derrière il va pouvoir vous dire les niveaux de contraste, le score de contraste et les différents ratios, les AA level, AA+, etc.
pour savoir si c'est OK pour des gros textes, pour des petits textes, et ainsi de suite. Donc il va donner ces informations clés. En plus de ça, ça fait très facilement de la conversion entre les différents formats d'écriture de couleurs, entre du hex, du RGB, du HSL, du HSB. Donc c'est aussi pratique pour ça. Il y a une petite fonctionnalité récente qui donne des noms à chaque couleur. Alors si jamais un jour votre créativité pour donner des noms de couleurs est épuisée, vous pourrez toujours vous servir de Pika. Et en plus de ça, c'est super simple de copier une couleur que vous avez été récupérée dans Pika. L'outil est élégant et simple, donc je vous le recommande vraiment. Pour moi, c'est la meilleure app justement pour tester les contrastes rapidement. Et ça, en fait, c'est le genre de petit outil que si on l'installe, si on commence à prendre l'habitude, on va beaucoup plus souvent tester les contrastes quand on est en train de designer et du coup produire des interfaces plus accessibles. Donc des tout petits outils comme ça peuvent vraiment influer sur notre manière très concrète de concevoir des interfaces. À quoi on pense quand on conçoit? Avec Pika, on peut très facilement penser à vérifier l'accessibilité des contrastes des couleurs. C'était mon deuxième outil, on va pouvoir passer au troisième, qui est très différent et qui là peut vraiment également changer vraiment la manière dont on collabore avec nos teams. Ça s'appelle Loom. Alors Loom, c'est un outil d'enregistrement d'écran qui en plus intègre une bulle de visio sur votre enregistrement. Donc vous allez faire votre vidéo et en même temps on pourra voir votre tête, enregistrer votre micro bien évidemment. Et en plus de ça, c'est fait pour le partage. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez enregistré la vidéo, vous avez un clic à faire pour que ce soit accessible en ligne et que vous puissiez le partager avec les gens avec qui vous travaillez, avec vos clients. Donc c'est hyper utile pour partager un petit peu des updates d'un projet, dire allez, chaque fin de semaine je fais une petite vidéo de 5 minutes pour montrer où en est l'avancement, quelles sont les prochaines étapes, et je le partage à l'équipe. Ou partager des conseils, si quelqu'un avec qui vous travaillez a un petit problème, vous pouvez très facilement lui enregistrer une vidéo, lui envoyer, comme ça il pourra la consulter au moment où ça lui convient le mieux. Ou partager des idées de projet, des concepts, des choses comme ça facilement. Aujourd'hui on a beaucoup tendance à privilégier la visio, faire des appels, mais sur plein de points en fait, enregistrer une petite vidéo ça prend moins de temps, ça n'oblige pas à synchroniser 2 agendas entre 2 personnes, potentiellement la personne concernée peut le regarder autant de fois qu'elle le veut, le partager à d'autres personnes, donc c'est un format vachement intéressant et Loom rend ça hyper simple. On enregistre la vidéo, on copie-colle le lien, on le transfère et c'est fait, ça marche. Donc vraiment c'est un outil que je vous recommande qui est hyper simple à utiliser. Alors le plan gratuit limite un certain nombre de vidéos à une certaine durée, mais globalement ça permet déjà de commencer à partager des petits updates, des choses comme ça, et justement cette limite de 5 minutes sur le plan gratuit peut obliger à être un petit peu plus concis, donc ça peut franchement commencer à fonctionner déjà avec le plan gratuit. Moi c'est celui que j'utilise pour le moment et ça permet déjà de faire beaucoup de choses de manière hyper simple. Donc un lien directement partageable au sein d'une équipe. En plus, il y a du montage un petit peu basique qui est directement inclus dans le Loom. Vous avez enregistré la vidéo, il y a un petit morceau à couper, ça va être hyper simple de le couper directement dans Loom, donc pas besoin d'ouvrir de logiciels de montage vidéo qui sont en général un petit peu complexes, qui prennent de temps. Là, c'est vraiment un outil hyper simple pour enregistrer une vidéo, la partager avec ses collègues ou avec ses clients. Donc je vous recommande vraiment de tester cet outil et surtout d'adopter ce nouveau workflow, on va dire, la communication par vidéo, parce que c'est vraiment un gain de temps assez faramineux et même des fois un gain de qualité pour les personnes qui reçoivent les informations que vous voulez leur transmettre. Donc il ne faut pas hésiter à tester ça autour de vous. On va désormais pouvoir passer au 4e outil, qui est encore un petit outil discret, mais qui, là encore une fois, peut tout changer. Ça s'appelle ImageOptim. ImageOptim, c'est une application open source également, mais qui est également accessible en ligne. Il me semble qu'il y a un outil de compression d'image. Et pourquoi j'aime beaucoup ImageOptim? Parce qu'il permet d'optimiser déjà beaucoup de types d'assets, enfin toutes les images JPG, PNG, SVG et quelques autres formats d'images. Et donc ça c'est super important d'optimiser toujours les assets qu'on exporte pour les développeurs, pour l'intégration, parce que plus un fichier est léger, plus le site derrière ou l'application chargera vite. C'est toujours important de compresser toutes les images. Et là avec ImageOptim ça devient hyper simple. Aujourd'hui pourquoi on le fait pas toujours? Parce que c'est un petit peu galère, il faut aller soit trouver un service en ligne, soit avoir des process un petit peu compliqués. Là,
tout simplement, vous pourrez à tout moment dans vos documents faire un clic droit sur un fichier et faire ouvrir dans ImageOptim, ça va l'ouvrir, ça va le compresser, ça va remplacer l'ancien fichier par le fichier compressé, et c'est fait, ça marche. En plus de ça, tout s'effectue en local dans l'application, donc c'est plus écologique qu'un service en ligne, on va devoir upload l'image, puis la retélécharger, ça fait du transfert de data, de la consommation électrique. Là, tout est en local, c'est hyper rapide, vous avez du coup pas besoin de connexion internet pour l'utiliser, donc c'est top à ce niveau-là. Et il y a quelques settings de qualité qui permettent d'ajuster à quel point vous voulez compresser vos images. Est-ce que vous acceptez de perdre de la qualité ou non? Est-ce que vous poussez la compression au maximum, ou est-ce que vous faites un truc un peu plus léger mais qui prendra un petit peu moins de temps à compresser? Voilà, il y a quelques settings, vous les paramétrez une bonne fois pour toutes, et ensuite vous pouvez utiliser cette appli hyper simplement avec juste un clic droit sur n'importe quel fichier. Donc moi j'utilise tout le temps pour mes projets, ça permet vraiment de tout optimiser bien proprement, hyper simplement. C'est un service que je vous recommande, et bien sûr tous les liens de ces services-là seront dispo en description de ce podcast. On va enfin pouvoir arriver sur le dernier outil qui est clairement pour moi indispensable dans mon travail de designer, on va dire. Je vous en parle tout le temps dans Parlant Design, donc si vous êtes un auditeur depuis longtemps, vous connaissez déjà sûrement, mais c'est Feedly. Feedly, c'est un classique, mais je peux pas m'en empêcher de vous en parler tout le temps, c'est génial, c'est l'outil ultime pour faire une veille qualitative avec des sources sélectionnées à la main. C'est en fait un agrégateur de flux RSS, un petit peu surboosté en plus de ça. Les flux RSS, c'était à la mode il y a, je sais pas, peut-être 10-15 ans. En gros, la plupart des blogs ont des flux RSS auxquels on peut s'abonner directement avec des outils comme Feedly pour recevoir dans un seul et même flux tous les blogs auxquels vous êtes abonné. Et donc Feedly va servir de récipient pour toutes ces données-là. Donc ça permet d'y regrouper tous les blogs qu'on suit, tous les sites d'infos qu'on suit, toutes les newsrooms des potentielles marques qu'on suit, et ça va vraiment des tout petits blogs inconnus au bataillon, comme des très gros sites comme The Verge ou la newsroom d'Apple. Donc vous pouvez vous abonner à plein de trucs, et avec le mode premium, ça surbooste un petit peu tout ça. On peut s'abonner à des newsletters directement dans Feedly, à des flux Twitter ou des choses comme ça. Mais en fait, moi j'utilise pas du tout ça, j'essaie juste de me focus sur les blogs, les sites d'infos, les contenus, et ça permet en un seul lieu de tout avoir, plutôt que de devoir faire le tour des petits sites, c'est beaucoup plus pratique. Le souci de ça, c'est qu'il faut faire sa sélection à la main. Mais ça, c'est aussi un avantage, c'est que ça permet d'avoir de l'info quotidienne hyper qualitative. Quand on va sur Instagram ou sur Twitter, on a beaucoup de bruit pour peu de veille, on va dire, de qualité. Là, l'avantage, c'est que vous faites votre sélection à la main en ajoutant des sources au fur et à mesure dans Feedly, et votre Feedly grandit au fil du temps. Mais du coup, vous avez des sources hyper qualitatives. Pour commencer, bien sûr, j'ai des petites recommandations à vous faire. Quand vous créez votre compte Feedly, vous allez pouvoir ajouter vos premières sources de données. Il y a notamment Partageons Design, qui est un blog qui est disponible également sur Feedly, bien sûr, que j'anime, sur lequel je partage tous les meilleurs articles de design sur lesquels je tombe, et même les ressources de design en général. Donc je vous recommande bien sûr de vous abonner à Partageons Design dans Feedly, ça vous fera déjà une première source pour découvrir des articles sur cette plateforme. Et bien sûr, les sources que vous allez découvrir grâce à Partageons Design, si vous les appréciez, vous pouvez les ajouter à votre Feedly pour recevoir leurs futurs articles. Il y a également un ancien épisode de Parlons Design que je mettrai en description, où je vous parle de Feedly, de plein de sources que je vous recommande, des blogs, des sites de news et tout, donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous voulez pouvoir commencer à remplir votre Feedly. Et puis bientôt à la rentrée, je vous ferai un épisode avec 5 nouvelles ressources que j'ai découvert, que j'ai adoré là récemment, et que vous pourrez également ajouter à votre Feedly. Donc n'hésitez pas à découvrir cet outil, vraiment pour faire sa veille, c'est top. La bonne pratique un petit peu, enfin ce qu'il faut essayer de réussir à garder, c'est tous les jours essayer de vider son Feedly, regarder un petit peu les actus qui sont sortis sur les sites qu'on suit, le vider et puis revenir le lendemain. Comme ça permet toujours d'avoir un petit peu les dernières actus, d'être à jour sur nos blogs préférés en ayant vraiment cet espace hyper qualitatif en termes de données, vu qu'on a tout choisi à la main. Voilà, j'espère que ces 5 outils vous auront plu. Donc je rappelle, cheat sheet pour découvrir tous les raccourcis clavier hyper simplement,
Pika pour tester les contrastes de couleurs avec un bel outil, assez élégant et assez simple. Loom pour enregistrer son écran et partager tout ça très rapidement à sa team, à ses clients et tester un petit peu un mode de communication en vidéo différé plus pratique finalement que la visio. ImageOptim pour compresser toutes les images hyper simplement, hyper rapidement en local. Et Feedly pour faire une veille hyper qualitative avec des sources sélectionnées à la main. C'est le top. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre bien évidemment les futurs épisodes. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut. Parlons design. Parlons design. Design. Parlons design.